Mesdames, Messieurs, bonsoir. 19h45, c'est l'heure, le journal, et voici le sommaire. La pénurie d'eau persistante fait le tour du pays. Plusieurs points rouges sur la carte du Sénégal, à l'image de Koumpentoum à l'est et Ndialaigne au nord. La colère des populations, l'assurance des autorités gouvernementales. La soif va souvent de pair avec la faim. Tentative avortée d'une grève de la faim du collectif des victimes de Guédiawaye en banlieue de Dakar. Double peine, la démolition de leur maison il y a 7 ans et des blessés et arrestations dans l'intervention de la police. Quant à Ngor, les habitants dénoncent les lois sur les Almadies. Un début de semaine de mauvaise humeur, les greffiers ont la frimousse défaite. Eux aussi sont en grève pour 72 heures. La non-application du protocole d'octobre 2018 en est la raison. Les séquelles de cet arrêt de travail décrété par le Sytjust étaient visibles ce matin au tribunal hors classe de Dakar. La Covid-19 au Sénégal vue par 3 spécialistes. Dr Aloïse Waly Diouf, désormais ex-directeur de cabinet, tient encore les statistiques. 86 décès et près de 6000 cas. Le pic est dépassé, martèle cependant Dr Mohamed Ly, quand Falouba, enseignant-chercheur, pense qu'il faut revoir la stratégie de communication. Et puis l'actualité coronavirus à l'étranger, la France dans son dernier virage du déconfinement, réouverture totale et entière des écoles en hexagone avec la sécurité au maximum. Le Sénégal rouvre les classes jeudi. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, pèlerinage au lieu saint de l'islam 2020. Le Hajj est annulé pour les étrangers ne résidant pas en Arabie Saoudite. Autrement dit, seuls celles et ceux qui se trouvent présentement en terre saoudienne sont autorisés à accomplir le 5e pilier de l'islam cette année. De Dakar à Koumpentoum, la courbe de la pénurie d'eau a fini de ceinturer le pays dans ce point oriental du Sénégal. Vous le voyez sur la carte, la population n'avait de force ce matin que pour crier sa soif. La gorge sèche, les habitants ont érigé des barricades sur les grandes artères de la ville rurale. Une vive tension qui a nécessité le déploiement des forces de l'ordre, des arrestations signalées, le témoignage d'un Koumpentoumwa, joint au téléphone par El Hadj Malik Cissé. C'est une manifestation spontanée. Nous l'avons fait de façon spontanée. Parce que tout simplement, ici à Koumpentoum, nous souffrons un manque criard d'eau. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis belle lurette, ça a toujours été un problème à Koumpentoum. Nos mamans, nos tantes, nos sœurs souffrent, ont beaucoup souffert et continuent de souffrir de ce liquide précieux. À l'heure où je vous parle même, si vous allez au forage, vous allez trouver là-bas une queue. Les charretiers sont là-bas de 5h du matin à 22h pour chercher ce liquide précieux. Et vous savez, ici le baril se vend à 500 francs. Ce n'est pas l'achat qui pose problème, mais pour en disposer d'abord, c'est un problème. Et il y a une société qui était là pour vraiment de l'exploitation, mais on a constaté que aussi avec cette société, rien ne marche. La SODES. Parce que lorsqu'elle est venue, c'est qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle va changer le réseau. C'est ce qu'elle a dit. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ici, nous souffrons. Très franchement, nous souffrons. Et nous voulons que ce problème soit réglé. Parce que nous avons épuisé toutes les voies de la diplomatie. On a fait des marches, on a fait des sittings. On a même écrit au cabinet du ministère de l'eau. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a rien. Et c'est pour cela, les jeunes, de façon spontanée, ont décidé de se faire entendre. On s'est levé aujourd'hui pour barrer la route, pour que vraiment l'autorité suprême, c'est-à-dire le président de la République, nous entende pour venir régler ce problème une bonne fois pour toutes. Parce que vraiment, nous souffrons et on en a assez. La situation est toujours tendue. Il y a des jeunes aussi qui sont arrêtés et nous exigeons leur libération sans aucune condition. Quittons Koumpentoum pour Ndialaigne, près de Gandiol, région de Saint-Louis. Dans cette zone des Niayes, située au nord de notre pays, le manque d'eau s'ajoute au déficit en électricité et pistes de production. Momar Ali Signan, à l'Etiam, il y a un air d'avertissement sans frais pour les autorités. Votre reportage le confirme. Situé aux abords de la route des Niayes, à quelques encablures de Gandiol,
Ndialaigne est un village qui manque presque de tout. Fatiguées des promesses non tenues des autorités, ces populations exposent leur désarroi. L'eau, vous-même vous pouvez le constater. À votre arrivée, vous avez vu des femmes puiser dans des puits. Ça, c'était émergent. Regardez cette puits-là. Des femmes qui se réveillent à 4 heures du matin, qui laissent leur mari coucher, qui se mettent des queues pour avoir cette liquide précieuse, et surtout en cette période de pandémie de la Covid-19, où on oblige les gens de laver régulièrement là. Mais nous, ce qui nous nécessite aujourd'hui, c'est ce qu'on boit. Cette liquide, on peine même, on ne se lave plus. Nous n'avons même pas l'eau potable. Et nos enfants, chaque jour, ils ont des maux de ventre, des diarrhées à cause de cette eau-là. Vous voyez, nous n'avons même pas une route. Nos femmes accouchent sur des charrettes, sur des landes, sur des charrettes d'âne, sur des charrettes de cheval. Alors que les malades, vous avez vu, 7 cas de santé ne peuvent pas assurer même pas un accouchement digne de son nom. Aujourd'hui, les malades sont évoqués sur des charrettes, des chevaux, des landes. Vraiment, à cette période où on dit Sénégal émergent, vraiment, c'est déplorable. L'école, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, même pour charger un téléphone portable, on est obligé d'aller à Potou ou bien à Gabar, qui sont des villages qui sont ici tout près, à 2 km de la route des Niayes. Si les autorités continuent à les ignorer, ces populations menacent de passer à la vitesse supérieure. Si notre revendication ne sont pas prises en compte par le chef de l'État ou bien les autorités municipales, on va marcher. On va marcher et nous n'expliquons même de barrer cette route, la route des Niayes. En attendant, Ndialaigne, qui en poulard signifie dune de sable et qui a été fondée en 1900, continue de prendre son mal en patience. Et puis, une source gouvernementale qui s'est confiée à ITV annonce que le retour à la normale de la distribution de l'eau est attendu dans les 72 heures au plus tard. Les travaux effectués sur le réseau vont nécessiter un peu de temps avant que le liquide précieux n'arrive dans les robinets. Pendant que certains ont soif, d'autres s'imposent une grande faim, la grève du ventre est observée par le collectif des victimes de Gadaye. La police ne l'a pas entendu de cette oreille. Une opération de dispersion qui a laissé 4 blessés sur le carreau et 11 personnes ont été arrêtées parmi les grévistes. Le collectif demande depuis 7 bonnes années à être restauré dans ses droits après la démolition de maisons à Gadaye. Mamadou Lamine Fati a vécu la chaude matinée. Finalement, ils ont mis leurs menaces à exécution. Les victimes de Gadaye, venues pour entamer ensemble une grève de la faim, sont dispersées par la police. 4 d'entre elles sont légèrement blessées. Notre vie, il reste, soit la situation se règle définitivement. Et la police s'est mise à nous lancer des lacrymogènes, à nous frapper avec leur gourdin. Il y a eu 2 blessés. Un blessé a été constaté ici, il est là-bas. On attend l'ambulance pour l'évacuer. Il y a une femme aussi qui s'est évanouie. Il y a un autre blessé parce que les policiers ils ont lancé les lacrymogènes sur l'autre pied. L'autre, on a cassé son bras. Ce que nous voulons, c'est très simple. On réclame que 2 choses, simplement. L'État du Sénégal nous avait promis de nous restituer les terrains, quelle que soit l'issue du procès. En dépit des gaz lacrymogènes, des coups de matraque, des blessés et des arrestations, les victimes de Gadaye ne comptent pas reculer. Maintenant, nous avons dit doyna, parce que aussi trop c'est trop. L'État du Sénégal nous avait promis qu'il nous allait restituer les terrains. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Ils n'ont pas condamné, ils n'ont pas enfermé le promoteur. Il est là, il nous menace tous les jours. Vous avez entendu à la radio qu'il va nous porter plainte. Dans quel pays sommes-nous? Nous sommes vraiment prêts à nous donner notre vie. Ça, c'est sûr, il faut le reconnaître. Depuis plus de 7 ans, ils courent derrière une décision pour recouvrer leurs droits suite à la démolition de leur maison. Aujourd'hui, ces victimes comptent aller jusqu'au bout de leur combat. La question foncière continue de faire débat à l'image d'une mer agitée. Le sujet soulève des vagues au propre comme au figuré. Cette fois-ci, ce sont les habitants de Ngor qui font barrage aux méfaits à leurs yeux des lois de 1968 et 1973 qui organisent le remembrement dit des Almadies. Ils refusent d'adhérer à l'arrêté du ministre de l'Urbanisme à propos de plusieurs dizaines de logements. Mais allons savoir
savoir si Ngor pourra arrêter la mer avec ses bras. Adama Sarma Falfal, le reportage. Devenu commune en 1996, le village traditionnel de Ngor subit les conséquences de l'application des lois de 1968 et 1973. Celle-ci organise son remembrement dit des Almadies. À partir des lois de 1968 et 1973 qui ont organisé son remembrement dit des Almadies. Alors, la conséquence de cette négligence des précédents régimes est qu'aujourd'hui, le village est devenu un îlot entouré de 17 zones résidentielles et les lotissements situés à l'est de la commune. La densité de la population est devenue la plus forte du Sénégal. Les problèmes d'assainissement sont criards. Ses habitants dénoncent l'arrêté du ministre de l'Urbanisme portant sur 62 hectares. Le document destine la superficie à des logements. Présentement, il y a un lotissement en cours sur 62 hectares. Et on nous a annoncé que le décret est sorti. L'arrêté du ministère de l'Urbanisme, donc qui approuve le lotissement sur 62 hectares. C'est le plan que je vous montre ici. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore invités à la table de négociation pour voir qu'est-ce qui peut revenir à Ngor. Craignant un conflit qui peut découler de la gestion des limites entre les communes de Yoff et de Ouakam, les populations alertent. Frontière entre les communes. Du côté de Yoff, la commune se situe sur la zone de Tunouria, à l'est du virage. Donc les frontières ont été repoussées jusqu'au pont de virage. Et du côté sud, la frontière avec la commune de Ouakam, donc la frontière a été déportée vers l'ouest. Donc ce qui fait qu'il y a une bonne partie aujourd'hui de l'assiette aéroportière qui se trouve dans la commune de Ouakam, alors que ce sont des terres ancestrales des populations de Ngor. Au moment où le débat sur le foncier alimente tous les débats, le village traditionnel de Ngor monte au créneau par précaution pour éviter d'autres éclaboussés. Et on glisse tout doucement sur l'actualité judiciaire, le Sytjust qui paralyse la justice. Les greffiers observent une grève de 72 heures à l'entame de cette nouvelle semaine. Au tribunal de commerce hors classe de Dakar, le constat est que les justiciables en ressentent l'impact. Le syndicat des travailleurs de la justice réclame la mise en œuvre du protocole d'accord du 17 octobre 2018. Abdourahmane Ly, Moussa Fall, un reportage chez Dame Justice à la démarche un peu claudicante. Maître Ousmane Ba, je suis l'administrateur du greffe du tribunal de commerce, hors classe de Dakar. Maître Ousmane Ba nous a reçus dans son lieu de travail, au tribunal de commerce hors classe de Dakar, un lieu où toutes les activités sont interrompues pour 72 heures. Impact de la grève des travailleurs de la justice. Les effets de cette grève sont notables partout. Il n'y a pas de dépôt de requête, pas de dépôt d'assignation, pas d'audience, pas de délivrance des décisions. Vous voyez donc que l'impact, il est réel. Il est réel et il se fait sentir à tous les niveaux, surtout au niveau des auxiliaires de justice que sont les avocats, les huissiers de justice et l'usager du service public de la justice de manière générale. Des travailleurs de la justice qui réclament la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2018 qui porte sur leur plan de carrière. Une résolution qui tarde toujours à être matérialisée. Qui tourne autour du plan de carrière des travailleurs de la justice. Il y a des indemnités qui sont là, qui nous ont été accordées depuis 2 ans maintenant et qui n'ont pas été concrétisées, etc., etc. Malgré toutes les démarches entreprises, les pouvoirs publics n'ont pas pu matérialiser les acquis qu'ils ont eux-mêmes signés avec le Sytjust. Des promesses non tenues qui incitent le Sytjust à la grève
au grand désarroi des cabinets d'avocats tels que rapportés par Dembagnan. Il est clerc dans un cabinet d'avocats. Cette grève nous a pénalisés. Nous a pénalisés dans un sens que tous les cabinets sont bloqués en ce moment parce que nous ne pouvons pas retirer les actes, nous ne pouvons pas faire des retraits d'actes, nous ne pouvons pas déposer nos assignations pour nos clients. Il y a certains qui sont au courant de la situation, donc ils comprennent. Est-ce qu'ils ne comprennent pas, ils viennent au cabinet pour dire pourquoi l'affaire traîne. Une affaire qui traîne à l'image du protocole d'accord qui tarde à être mise en œuvre. Une mise en œuvre que le sudgiste exige. Affaire classée. Cette fois-ci, le commissaire à la retraite Boubacar Sadio ne retournera pas à la police. Les charges de diffusion de fausses nouvelles et d'offense au chef de l'État ont été tout bonnement abandonnées. Une information qui émane de son avocat. Maître Khoureyshiba révèle que l'audition a été annulée alors que le commissaire s'apprêtait à déférer à la convocation des enquêteurs. Il est interrogé par Migui Maramdiaye. Au moment où M. le commissaire divisionnaire Boubacar Sadio s'apprêtait effectivement à quitter son domicile, vous savez, c'est un soldat, il était déjà muni de sa valise avec toute l'intendance et la logistique nécessaire à l'intérieur. Le commissaire Ba de la DIC l'a appelé en personne pour lui notifier que la procédure est devenue sans objet et qu'il n'était plus nécessaire qu'il vienne déférer à la convocation et que donc tout était annulé. Donc sans désemparer, il m'a appelé pour m'informer. Voilà, vous savez, c'est peut-être pour le respect qu'on lui donne, ils ont préféré l'appeler directement. Si c'était une autre personne, que peut-être les avocats qui auraient eu la primeur de l'information. Bon, toujours est-il que voilà, c'est quand même le commissaire Boubacar Sadio, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle en retraite, qui a beaucoup œuvré pour le rayonnement et le prestige de la police nationale. Donc c'est une bonne chose que le commissaire, ses collègues soient passés directement par lui pour lui dire que ce n'était plus nécessaire. Autrement dit, maître, toutes ces accusations sont tombées à l'eau. Apparemment, oui, elles sont tombées à l'eau. C'est le constat qu'on peut faire pour le moment. On leur en donne acte de toutes les façons. Voilà, sans d'autres commentaires, sans plus quoi. S'agissant du journaliste Cheikh Yérim Seck, il devait subir dans la matinée un interrogatoire à la gendarmerie, d'après le journal Enquête dans sa livraison du jour. Cheikh Yérim Seck ferait l'objet d'une plainte dans une affaire présumée de meurtre, plus exactement d'avortement, concernant une mineure. S'ouvre maintenant une longue page santé, gestion de la pandémie dans notre pays. Le Conseil national de sécurité s'est réuni en sa rencontre hebdomadaire depuis le début de la crise sanitaire autour du chef de l'État. Pour rappel, le président Macky Sall a décidé de la réouverture des écoles pour compter du jeudi 25 juin. Au niveau du transport aérien, les vols intérieurs d'Air Sénégal ont repris le 20 juin dernier. Les vols sous-régionaux et intercontinentaux devraient suivre cette tendance au déconfinement total. Le Sénégal est cependant toujours sous état d'urgence et couvre-feu de 23h à 5h du matin. Un couvre-feu qui a été prorogé jusqu'au 30 juin. Ne surtout pas baisser la garde. Le combat contre le virus est loin d'être terminé, loin d'être gagné. 2 nouveaux décès enregistrés ce lundi. Le nombre de guéris en diminution, les cas graves en hausse. Le Sénégal n'est pas loin des 6000 cas et approche la barre de la centaine de morts. Docteur Aloïse Walidiouf délivre le bulletin de santé de ce 22 juin. Sur 1040 tests réalisés, 82 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,9%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 65 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 1 cas, Zone A 1 cas, Bop 1 cas, Yarah 1 cas, Ouest Foire 1 cas, Nord Foire 1 cas, Almadi 1 cas, Grand Mbao 1 cas, Keur Massar 1 cas et enfin Kaolack 4 cas.
34 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont enregistré dans nos structures ce dimanche 21 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. En dépit des stats, le pic a été bel et bien dépassé, et ceci depuis la semaine dernière. Le médecin spécialiste en santé publique Mohamed Ly en a la conviction. Il déplore toutefois quelques dysfonctionnements aussi bien du côté de l'État que du camp des citoyens. Apprendre à vivre avec le virus, pour Dr Ly, le concept mérite d'être explicité. C'était un des invités matinaux d'Alassane Samba Diop. Je vous informe d'ailleurs que le pic dont parlait le ministre de la Santé lors du mois de mai a été dépassé lors de la semaine passée, parce qu'on était à 771 cas en mai et la semaine passée on a eu jusqu'à 798 cas. Donc ça veut dire que le premier pic a été dépassé. Donc cela montre, et aussi il y a un nombre de décès en hausse, cela montre que il y a un relâchement des populations pour l'observance des mesures barrières. Mais par contre, il y a aussi un mutisme de l'État qui n'explique pas suffisamment aux citoyens les enjeux pour que les gens soient conscients des risques que nous courons tous, et que si la pandémie continue à ce rythme, ça risque de faire très mal. Donc c'est pour ça que j'en appelle aux autorités à communiquer davantage sur les risques et à expliquer, en fait mieux expliciter le concept de d'apprendre à vivre avec le virus, qui ne veut pas dire qu'il faut se démobiliser, mais au contraire, il faut être plus proactif et s'organiser au niveau communautaire dans toutes les communautés et prendre des dispositions pour que la propagation du virus soit limitée au maximum. Une nouvelle communication est impérative. La maladie serait ainsi mieux appréhendée au sein des communautés. C'est la thèse soutenue dans notre matinale par un enseignant-chercheur à l'École nationale d'économie appliquée. Écoutez Falouba. Quelle est la communication qui est adaptée en ce moment-là? C'est une communication que nous appelons dans notre jargon une communication de monstration. C'est-à-dire amener en fait les croyances empiriques, amener la population à toucher du doigt la maladie. Et pour ce faire, la meilleure stratégie à adopter, c'est que nous avons aujourd'hui un lot de plus de 4000 personnes qui ont eu la maladie et qui sont guéries. Il faudra que nous nous appuyions sur ces populations-là, avec leur bonne volonté et avec leur contribution volontaire, les amener à porter la voix pour montrer aux Sénégalais lambda, comme vous et moi, que la maladie existe, la maladie m'a touché, la maladie m'a handicapé, et de ce point de vue, ça peut handicaper tout le monde. Si dans mon quartier de Guédiawaye, je vois une personne qui est mon voisin, qui est mon ami, qui est mon parent, qui a été touché de manière frontale par la maladie, je suis beaucoup plus apte et préparé à croire à la maladie que si je ne voyais que des gens qui me sont très loin de l'extérieur. Je pense que ce pan de la communication a été jusque-là négligé, ou bien a été mal fait. Il faudra qu'on retourne ce qu'on appelle donc une communication où les personnes qui portent la communication sont des personnes qui sont affectées ou qui sont infectées par la maladie. Sans cela, nous resterons encore dans le déni. Et la deuxième communication que nous sommes en train de faire, mais ne sera pas une communication opérante, parce que si l'individu ne croit pas à la maladie, c'est difficile de lui faire croire qu'il doit prendre des mesures. Et je pense que nous avons mis beaucoup l'accent sur une communication de persuasion où l'individu cherche à comprendre ce que c'est que la maladie, mais il faut comprendre, raison garder, qu'une communication où l'individu comprend ne l'amène pas forcément à agir. Enfin, la France, elle, est à sa dernière phase de déconfinement. Les élèves ont repris le chemin des classes avec des mesures de sécurité requises. La correspondance d'Abdoulatif Diop à Paris. La France a entamé ce 22 juin sa dernière phase de déconfinement total après le passage macabre de la pandémie Covid-19. Les bars et restaurants peuvent désormais accueillir des clients à l'intérieur et dans les terrasses.
Les écoles ont rouvert les portes, mais avec des mesures d'accompagnement de sécurité. Les classes sont divisées en 2 groupes. Le premier vient le matin et le second l'après-midi. Jusque-là, tout s'est bien passé et les élèves se sont félicités de ces nouvelles mesures. Cependant, tous les élèves sont obligés de porter le masque et respecter la distanciation d'1 mètre entre les tables pour des raisons de sécurité. Cette dernière phase de déconfinement permet également au cinéma et au sport collectif de reprendre pleinement leurs activités. Ce 22 juin marque donc l'entrée en vigueur d'une série d'allègements des restrictions imposées aux Français. Les crèches, écoles et collèges ont regagné les salles de classe et cela pour encore 2 semaines de cours avant les vacances estivales. Ce retour à la normale est possible grâce à l'allègement du protocole sanitaire qui encadrait jusqu'à présent de façon très stricte les établissements. Et si vous permettez, on range cahiers et tablettes. C'est la fin de ce journal. On trônait sur un des points culminants du quartier du Point E. Point européen, c'est l'heure de descendre, de prendre l'ascenseur du 2e étage, 10 étages de l'immeuble Béli Bousso pour retrouver Khalifa Diakhaté. C'est à toi. Bonsoir, la suite de votre blog info, La Totale. Bonne soirée.